Vieille ratée. C'est ce que ma belle-fille m'a dit. Comme ça, en face, avec cette tête de quelqu'un qui règle ses comptes avec un débiteur. Ce n'était pas dans un coin de la maison, non. C'était la salle à manger, table mise, déjeuner du dimanche. Ma belle-sœur Élise était assise de l'autre côté, son mari aussi. Tout le monde a entendu. Élise a baissé les yeux vers son assiette. Son mari a fait semblant d'aller chercher de l'eau. Le silence a pesé d'une façon que je n'oublierai jamais. Dehors, une voiture est passée lentement dans la rue. Ce bruit a été la seule chose qu'on a entendue pendant quelques secondes. Céline a croisé les bras, a jeté ses cheveux sur le côté et est restée à me regarder, attendant que je réponde quelque chose. Attendant que je pleure, peut-être, ou que je crie, ou que je sorte en claquant la porte. Je n'ai rien fait de tout ça. J'ai pris mon verre d'eau lentement, j'ai bu, et je l'ai reposé sur la table. À l'intérieur, j'étais détruite. Mais elle n'allait pas le voir. Non. Vous savez quand vous recevez une parole qui ne fait pas mal que sur le coup, qui descend doucement, comme si elle s'enfonçait vraiment. C'était comme ça. J'ai compris l'ampleur de la chose des jours plus tard, toute seule, en regardant l'alliance de mon Antoine, que je portais encore à la main. J'avais travaillé 40 ans dans la couture pour aider à acheter la maison où j'étais en train d'être humiliée. J'avais renoncé à des soins médicaux pour ne pas peser sur leur budget. Ce que je ne savais pas ce dimanche-là, c'est que, des semaines plus tard, Céline allait recevoir un appel qu'elle n'attendait pas, et qui allait tout changer. Attendez, parce que vous n'avez pas encore entendu le pire. J'ai perdu Antoine à 58 ans. Ça a été rapide, un infarctus, en pleine nuit, et c'était fini. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir correctement. On n'avait pas grand-chose. On avait une petite maison dans le quartier, une machine à coudre industrielle qu'il m'avait achetée à crédit, et Julien, qui à l'époque avait 26 ans et commençait dans la vie. Après le départ d'Antoine, j'ai continué à coudre. Il n'y avait pas d'autre issue. J'ai pris des commandes d'uniformes scolaires, de tenues de soirée, de retouches de pantalons. Tout ce qui se présentait. J'ai travaillé du lundi au samedi pendant des années, avec la machine qui faisait du bruit jusqu'à 10 heures du soir. Quand Julien m'a dit qu'il voulait acheter un appartement plus grand, je n'y ai pas réfléchi à 2 fois. J'ai pris mes économies, presque 20 000 € que j'avais mis de côté avec beaucoup de sacrifices, et j'ai dit « Tiens, mon fils, c'est pour que vous commenciez bien. Je n'ai pas demandé de reçu. Je n'ai rien demandé. C'était mon fils. » 3 ans avant ça, quand Julien s'est retrouvé au chômage pendant presque 1 an, c'est moi qui ai payé sa carte de crédit tous les mois, sans compter, sans rien réclamer. Et il y a eu un hiver où j'avais besoin d'une opération du genou. Le médecin l'avait demandé en urgence, mais l'argent que j'avais réservé a fini par partir dans la rénovation de leur cuisine. J'ai repoussé mon genou de 2 ans. Céline est entrée dans la vie de Julien alors que je faisais déjà partie de leur quotidien. Au début, elle était prévenante. Elle m'appelait belle maman avec ce grand sourire. Elle me demandait des recettes, me demandait mon avis sur des rideaux, sur la couleur des murs. Je me sentais bien. Je me sentais faire partie de cette maison. Le premier signe a été infime. Si infime que je l'ai à peine remarqué. C'était lors d'un dîner, un anniversaire de Julien. Elle a réorganisé les places à table sans me demander. J'allais m'asseoir à ma place habituelle et elle a dit, sans même me regarder, « Martine, tu peux t'asseoir de l'autre côté aujourd'hui ?» Ce n'était pas de l'impolitesse, c'était le ton. C'était le « tu peux » qui sonnait comme « tu vas ». J'y suis allée, j'ai souri, et je n'ai rien dit. Mais quelque chose en moi s'est mis en alerte à partir de là. Les choses n'ont pas changé d'un coup. Ça a été progressif. Si progressif que je finissais par douter de moi-même. Je me disais que c'était ma sensibilité, que j'exagérais, que toute famille a des frictions. Mais ce n'était pas des frictions. C'était un effacement. Ça a commencé avec les repas. Quand j'allais chez Julien le dimanche, avant, Céline mettait déjà mon assiette de côté. Elle savait ce que je ne pouvais pas manger à cause de ma tension. Soudain, ça s'est arrêté. La nourriture était sur la table, mais c'était comme si je n'avais pas été prise en compte au moment de la préparation. Un jour, tout le repas était trop salé. J'ai mangé sans me plaindre. Le dimanche suivant, il n'y avait presque rien de végétarien, et je suis végétarienne depuis 15 ans. J'en ai parlé doucement à Julien, et il a dit « Maman, Céline a fait des efforts. » Je n'ai pas répondu.
Ensuite sont venues les décisions. Céline a refait la buanderie sans m'en parler. Non pas qu'elle ait besoin de m'en parler, c'était sa maison. Mais pendant des années, elle me demandait tout. Soudain, j'étais la dernière à être au courant. Je suis allée leur rendre visite et la pièce était complètement différente. J'ai demandé à Julien quand ça s'était fait et il a dit « Ça fait 1 mois, maman. 1 mois. » Et personne ne m'avait rien dit. Puis sont venus les petits-enfants. Camille et Lucas sont les enfants de Julien et Céline. 7 et 9 ans. J'étais la mamie qui venait les chercher à l'école quand elle pouvait, qui les gardait le samedi quand ils devaient sortir, qui apprenait à Camille à faire des gâteaux. Ça s'est tari. Un samedi, j'ai appelé Céline pour lui demander si je pouvais emmener les enfants se promener. Elle a dit qu'ils avaient déjà des projets. Très bien. La semaine suivante, la même chose. La 3e semaine, j'ai vu une photo sur le portable de Julien, par hasard, d'une sortie au parc avec les enfants. Le même samedi où elle avait dit qu'ils avaient des projets. Les enfants souriants, Julien à côté, et la mère de Céline aussi sur la photo. Je n'ai rien dit, j'ai gardé ça pour moi. Il y a eu un anniversaire de Camille, une fête à la maison avec les petits amis de l'école et la famille. Je l'ai su par Julien, 2 jours avant, quand il a appelé juste pour prévenir. 2 jours. La mère de Céline devait le savoir 1 mois à l'avance parce qu'elle était là avec un cadeau emballé, un gâteau commandé, la nappe qu'elle avait brodée. Je suis arrivée avec un cadeau simple que j'avais couru acheter. Je me suis sentie mise à l'écart à la fête de ma propre petite fille. Au moment de souffler les bougies, Céline a organisé les photos. Elle a placé sa mère à côté de Camille, puis Julien, puis elle. Je suis restée un pas en arrière. Je suis apparue sur une seule photo, de loin, à moitié de profil. Quand Camille est venue me faire un câlin et a voulu que je sois sur la photo, Céline avait déjà rangé son téléphone. Julien a cédé sans s'en rendre compte. Ou en s'en rendant compte et en préférant ne pas voir. Quand j'essayais de lui parler de quelque chose, il écoutait avec cette hâte de celui qui veut que le sujet soit vite clos. « Maman, Céline est comme ça, tu sais comment elle est. » Cette phrase, je l'ai entendue une 20aine de fois. Il y a eu un après-midi où j'ai appelé chez eux et Céline a décroché. J'ai demandé à parler à Julien. Elle a dit qu'il était occupé et qu'il me rappellerait. Il n'a pas rappelé. J'ai téléphoné le lendemain. Elle a décroché à nouveau. Martine, quand il pourra, il appellera. Ce n'est pas ce qu'elle a dit, c'est la manière. Fatiguée, tranchante, comme si j'étais une corvée. J'ai arrêté d'appeler fréquemment. J'ai commencé à consigner des choses sans savoir encore que je les consignais. Ce n'était pas un plan, ce n'était pas une stratégie. C'était l'instinct. La photo du parc, je ne l'ai pas effacée de ma tête. La date de l'anniversaire de Camille que j'ai su trop tard, je l'ai notée dans le petit carnet qui se trouve sur ma table de couture. Le jour où Céline m'a répondu sèchement au téléphone, je l'ai écrit en dessous avec l'heure. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Ma main y est allée et a écrit. Il y a eu une nuit où je suis allée chercher des vêtements que j'avais laissés dans la chambre d'amis de leur maison. J'avais un petit coin dans cette chambre, quelques affaires, parce que parfois je restais pour aider avec les enfants. Quand je suis arrivée, la chambre était différente. Elle était devenue le bureau de Céline. Bureau, ordinateur, étagère. Mes affaires avaient été mises dans un sac en plastique au-dessus de l'armoire du couloir. J'ai pris le sac, j'ai dit « merci » et je suis partie. Dans la voiture, je me suis assise pendant quelques minutes sans allumer le moteur. Je n'ai pas pleuré. Je suis restée à fixer le pare-brise en pensant à la machine à coudre d'Antoine, aux nuits où j'avais travaillé tard, aux 20 000 € que j'avais tirés de mes économies pour eux, en pensant à comment j'étais devenue un sac en plastique au-dessus d'une armoire. Je suis arrivée à la maison, j'ai ouvert le petit carnet et j'ai écrit ce qui s'était passé. Date, heure, la chambre transformée en bureau, le sac. J'ai écrit en lettres minuscules, serrées, comme si le papier devait aussi garder cela avec soin. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire de tout ça, mais je savais, d'une manière que je n'arrivais pas encore à nommer, que ces notes finiraient un jour par servir à quelque chose. Je ne savais pas encore pour l'appartement. C'était le secret que Céline n'avait pas encore laissé échapper. Mais il était là, caché dans les documents, attendant que je le découvre. Je l'ai découvert par accident, comme la plupart des choses importantes de la vie. C'était un mercredi après-midi. J'étais allée jusqu'à la maison de Julien pour rendre une casserole que j'avais empruntée.
et il n'était pas là. Céline m'a ouvert la porte, un peu gênée, et a dit qu'il était dans une réunion de travail et que je pouvais laisser la casserole dans la cuisine. Je suis entrée, j'ai laissé la casserole, et au moment où je sortais, j'ai vu un dossier ouvert sur la table du salon. Ce n'était pas de la curiosité. Le dossier était ouvert, les papiers étaient visibles, et mon nom était écrit là, sur la première page que je pouvais voir. Martine Dupont, mon nom complet, sur un document que je n'avais jamais signé. Je me suis arrêtée. Mon cœur est tombé bien bas. Céline a surgi de la cuisine et a fermé le dossier bien trop vite. La rapidité de quelqu'un qui sait que je n'aurais pas dû voir ça. Elle a souri et a dit que c'était des affaires bureaucratiques de l'appartement, rien d'important. J'ai souri en retour. J'ai dit « très bien » et je suis partie. Mais ça n'allait pas très bien. Je suis rentrée directement chez moi, j'ai pris le petit carnet et j'ai écrit tout ce que j'avais réussi à lire pendant ces 2 secondes. L'en-tête du document, le nom du notaire qui apparaissait dans le coin et un mot que j'avais vu en dessous de mon nom, cédante. Je ne savais pas ce que cédante signifiait sur le papier. Je suis allée demander à ma voisine Sylvie, qui a travaillé pendant des années comme assistante dans un cabinet d'avocats. Elle a lu le mot, m'a regardée et a demandé « Martine, est-ce que tu as signé quelque chose dernièrement ?» J'ai dit que non. Elle est devenue sérieuse et a dit « Le cédant, c'est celui qui cède un droit. Quelqu'un qui transfère quelque chose à une autre personne. » Je suis restée pétrifiée sur la chaise de la cuisine de Sylvie pendant un long moment sans réussir à parler. Je suis rentrée chez moi et je suis allée chercher les papiers que j'avais gardés depuis l'époque où j'avais aidé à payer l'appartement. Je n'avais pas de contrat formel, ça je le savais déjà. J'avais transféré l'argent à Julien en plusieurs fois, certaines par la banque, une partie en espèces. Les virements bancaires, je les avais encore. J'avais tout imprimé à l'époque et je les avais rangés dans une pochette orange à l'intérieur de l'armoire. J'ai pris la pochette, je l'ai ouverte sur le lit et je suis restée à regarder chaque feuille. 20 et 1100 € en virements documentés, sans compter ce que j'avais donné en argent liquide qu'il n'était pas possible de prouver. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Les jours suivants, j'ai commencé à prêter attention à des choses que je n'avais pas pris la peine de remarquer avant. Je me suis souvenu qu'il y a environ 8 mois, Julien m'avait demandé de signer un papier de la copropriété, comme il l'avait appelé. Il m'avait dit que c'était une mise à jour des dossiers, que tous les résidents devaient le signer. J'ai signé sans lire. J'ai fait confiance à mon fils. Je suis allée jusqu'au tiroir où je range les papiers volants et j'ai cherché la copie qu'il m'avait donnée. Il n'y avait aucune copie. J'avais signé et il avait tout emporté. Je suis restée assise à regarder le vide. J'ai commencé à assembler tout ça dans ma tête. Le document avec mon nom que Céline a fermé si vite. Le mot cédante. Le papier que j'ai signé sans lire. Les virements que j'avais faits des années auparavant. Tout s'est emboîté à un endroit où je ne voulais pas que ça s'emboîte. Ils avaient utilisé ma signature pour me retirer tout droit sur l'appartement. Un appartement que j'avais aidé à acheter. Et j'avais signé sans savoir ce que je signais. Je n'ai pas appelé Julien. Je n'ai pas confronté Céline. Je suis restée silencieuse. J'ai appris une chose tout au long de ma vie. Quand on n'a pas encore ce qu'il faut pour se défendre, le silence est la seule arme qui ne nous trahit pas. J'ai commencé à organiser ce que j'avais avec beaucoup plus de soin à partir de ce moment-là. J'ai numérisé les virements bancaires et je me les suis envoyés par email. Le petit carnet avec les notes, je me suis mise à le garder dans mon sac, avec moi au lieu de le laisser à la maison. Je suis allée à la banque et j'ai demandé un extrait de compte détaillé des 5 dernières années. J'ai tout conservé. Je ne savais pas encore si c'était un délit. Je ne savais pas si j'avais le droit de récupérer quoi que ce soit. Je ne savais pas si j'arriverais à le prouver, mais je savais que j'allais le découvrir. Un après-midi, je suis allée à l'étude notariale du quartier, celle dont j'avais vu le nom sur le papier. Je n'ai pas dit que ça me concernait. J'ai demandé, d'une manière générale, si une personne pouvait vérifier si son nom apparaissait dans un document enregistré. L'employé m'a expliqué que oui, que je pouvais demander un état hypothécaire et vérifier les registres. J'ai laissé mes coordonnées et j'ai demandé combien de temps cela prenait. Je suis partie en marchant lentement, mon sac serré sous le bras. Le soleil était fort cet après-midi-là.
Et je marchais en pensant que j'avais passé ma vie entière à porter le fardeau des autres sans me plaindre. Le poids d'une veuve, le poids d'une mère célibataire, le poids d'une femme qui renonce et reste silencieuse. Cette fois-ci, je n'allais pas rester silencieuse. Mais avant que je ne puisse faire le moindre mouvement, Céline a fait le sien. Et c'est là que tout a atteint le point le plus bas que j'aurais pu imaginer. C'était un dimanche. C'était toujours un dimanche. J'y étais allée parce que Julien me l'avait demandé. Il m'a appelé le vendredi et a dit qu'il y aurait un déjeuner de famille, qu'il fallait que je vienne. J'ai trouvé étrange qu'il m'ait appelé, parce que cela faisait des semaines que les contacts entre nous étaient rares. Mais j'y suis allée. C'était mon fils. Quand je suis arrivée, la maison de ma belle-sœur Élise était pleine. Il y avait ses enfants, son mari, la mère de Céline, des cousins que je connaissais à peine. Une grande table, des bruits d'enfants, la télévision allumée dans un coin. Ça paraissait normal. Je suis restée en retrait, comme je m'y étais habituée. J'ai aidé à mettre les assiettes sur la table, je me suis assise dans un coin, j'ai discuté avec Élise de choses futiles. Camille est venue me faire un câlin rapide et est partie en courant pour jouer. Lucas ne m'a même pas vue entrer. Le déjeuner a été tranquille jusqu'au moment du dessert. C'est là que Céline a tapé doucement sur son verre avec sa cuillère. Ce petit geste de quelqu'un qui veut de l'attention. Tout le monde l'a regardée. Elle a souri, s'est levée et a commencé à dire qu'elle allait profiter que la famille soit réunie pour annoncer une nouveauté. Elle a dit qu'elle et Julien avaient pris des décisions importantes concernant leur avenir, qu'ils allaient faire des changements, réorganiser les choses. Puis elle m'a regardée. Elle m'a regardée de la façon dont on regarde un problème qu'on vient de résoudre. Et elle a dit, avec cette voix calme de celle qui a répété, « Martine n'a plus aucune implication dans notre appartement, ni financière, ni de n'importe quel autre type. Cela a déjà été réglé légalement. Je voulais juste que la famille le sache, pour qu'il n'y ait pas de confusion par la suite. » Le silence qui est tombé sur cette table était différent du silence du dimanche. C'était le genre de silence qui fait mal. La mère de Céline a baissé les yeux vers son assiette. Les cousins se sont regardés. Élise a ouvert la bouche et l'a refermée sans rien dire. Son mari a pris son verre de jus et est resté à le regarder comme si ce verre était la chose la plus intéressante du monde. Julien ne m'a pas regardé. Il est resté la tête légèrement baissée, en jouant avec sa serviette. J'ai senti le sol ferme sous mes pieds. J'avais besoin de le sentir, parce qu'à l'intérieur, tout s'effondrait. Personne n'a rien dit. Personne ne m'a défendu. Personne n'a rien demandé. Cette femme m'avait effacé devant tout le monde, avec une phrase, un dimanche au déjeuner, et la famille est restée assise à regarder comme s'il s'agissait d'un avis de copropriété. Je me suis levée lentement. J'ai pris mon sac qui était sur le dossier de la chaise. J'ai regardé Élise et j'ai dit que je ne me sentais pas bien, que j'allais y aller. Elle a fait mine de se lever, mais j'ai fait un geste de la main disant que ce n'était pas la peine. Je suis passée près de Céline sans rien dire. Elle a continué à sourire. Ce sourire en coin que je connaissais déjà. Je suis sortie par la porte, j'ai descendu les escaliers lentement, je suis arrivée à la voiture et j'y suis entrée. Je n'ai pas pleuré là. Je n'y suis pas arrivée. C'était trop grand pour se transformer en larmes sur le champ. Je suis restée assise pendant quelques minutes à regarder par la fenêtre. Un enfant jouait sur le trottoir de l'autre côté de la rue. Le portail de l'immeuble d'Élise était encore ouvert. J'ai pensé à Antoine. J'ai pensé à cette machine à coudre bruyante. J'ai pensé aux nuits où j'étais restée éveillée à coudre des uniformes scolaires pour rassembler de l'argent. J'ai pensé aux 21 500 € que j'avais mis dans cet appartement sans rien demander en retour. Et j'ai pensé que Céline avait fait ça devant tout le monde exprès. Ce n'était pas une nouveauté, c'était un message. C'était pour que je connaisse ma place. C'était pour que personne de la famille ne me voie plus comme faisant partie de quoi que ce soit. J'ai démarré la voiture et je suis partie. En chemin, une seule chose continuait à me tourner dans la tête. Elle a fait ça en croyant que je n'avais nulle part où fuir. En croyant que j'étais, en fait, une vieille ratée sans ressources, sans voie et sans issue. Elle s'est trompée. J'ai passé 3 jours sans sortir de chez moi. Ce n'était pas une décision. C'est le corps qui n'a pas voulu. Je me réveillais tôt, je restais au lit à fixer le plafond,
Je me levais quand la lumière était déjà haute, je prenais mon café sans faim et je restais assise sur la chaise près de la fenêtre. La machine à coudre est restée à l'arrêt ces 3 jours-là, pour la première fois depuis des années. Je n'ai pas pleuré tout de suite. La douleur de ce genre met du temps à tomber. Elle descend doucement, par couches, et vous ne comprenez sa taille qu'au fur et à mesure que les jours passent. Le 2e jour, Élise m'a appelée. Elle a demandé comment j'allais. J'ai dit que j'allais bien. Elle est restée silencieuse pendant 1 seconde et a dit « Martine, je ne savais pas que ça allait se passer. » Je l'ai cru. Élise n'a jamais pris parti pour personne. Elle essayait juste de ne pas se mêler des choses. Je l'ai remerciée pour l'appel et j'ai raccroché. Julien n'a pas appelé. Le 3e jour, au petit matin, j'étais couchée et la pensée qui m'est venue a été celle-ci. Si je mourais demain, qu'est-ce que j'aurais à montrer? J'ai travaillé 40 ans. J'ai élevé mon fils toute seule après le départ d'Antoine. J'ai renoncé à une opération, à un voyage, à des achats pour moi-même. J'ai donné ce que j'avais de réserve pour qu'il commence bien. Et à la fin, j'étais une phrase à une table de déjeuner, une communication, un problème résolu. Je me suis levée du lit à 3 heures du matin, je suis allée jusqu'à la cuisine, j'ai allumé la lumière et j'ai bu de l'eau. Je suis restée immobile au milieu de la cuisine pendant un moment. Puis, je suis allée jusqu'à l'armoire, j'ai pris la pochette orange, le petit carnet, et j'ai tout posé sur la table du salon. J'ai pris un stylo, j'ai pris mes lunettes, et je me suis assise. Je n'avais pas de plan. J'avais une colère contenue et une lucidité froide. Et parfois, c'est suffisant pour commencer. J'ai ouvert le petit carnet à la première page avec une note. J'ai commencé à tout lire depuis le début. Le dîner de Julien où elle a réorganisé les places. Le samedi du parc où elle avait dit qu'elle avait des projets. L'anniversaire de Camille que j'ai su 2 jours avant. La chambre devenue bureau. Le coup de téléphone sec. Chaque chose consignée avec la date, l'heure, ce qui avait été dit. J'ai tout lu 3 fois. Puis, j'ai ouvert la pochette orange. Les virements bancaires étaient là, rangés par date. J'ai pris une feuille blanche et j'ai commencé à faire l'addition. 11 000 sur un virement. 4 000 sur un autre, 3 000, 1 750, 1 100, 250 € un jour où j'ai cru que j'arriverais à compléter la somme plus vite. Au total documenté, 21 100 €. Sans compter ce que j'avais donné de la main, à 2 moments différents, dont je me souvenais mais que je ne pouvais pas prouver avec un papier. J'ai écrit le total sur la feuille blanche et je suis restée à regarder ce chiffre pendant un moment. C'était beaucoup d'argent pour une femme qui a cousu des uniformes scolaires pendant des années. C'était beaucoup d'argent pour quelqu'un qui a repoussé une opération du genou. C'était une vie de mauvais choix dans la bonne direction, fait avec amour, et qui maintenant devenait un document dans le dossier d'une autre personne. J'ai plié la feuille avec le total et je l'ai mise dans la pochette avec les virements. Le lendemain, je suis allée à la banque dès son ouverture. J'ai demandé un extrait détaillé des 6 dernières années. La fille de l'agence m'a regardée avec cette tête de quelqu'un qui allait demander si j'avais besoin d'aide pour comprendre le document. J'ai dit que ce n'était pas la peine, que c'était pour moi-même, merci. Elle a tout imprimé. J'ai payé les frais, je l'ai mis dans l'enveloppe qu'elle m'avait donnée et je suis partie. De l'agence, je suis allée chez le notaire. Pas le même où j'étais allée avant pour me renseigner de manière générale. Je suis allée à un autre, plus loin, où je ne serais pas reconnue. J'ai demandé un état hypothécaire du bien. L'employé a demandé l'adresse et le numéro d'immatriculation. J'avais l'adresse. Le numéro d'immatriculation, je ne l'avais pas. Elle a expliqué que sans cela, je devais aller au service de la publicité foncière du quartier correspondant et demander la recherche par l'adresse. J'ai tout noté, j'ai remercié et je suis rentrée à la maison. L'après-midi, j'ai fait des recherches sur l'ordinateur de la bibliothèque du quartier, parce que le mien était lent et que je ne pouvais pas être sûre que personne n'allait venir à la maison pendant que je faisais ça. J'ai trouvé le bon service de la publicité foncière. J'ai noté l'adresse, les horaires d'ouverture et le tarif du certificat. J'y suis allée le lendemain. Je suis arrivée à l'ouverture. J'ai demandé la recherche avec l'adresse de l'appartement. L'employée a été gentille, ça a pris une 20aine de minutes et elle est revenue avec une fiche. Elle m'a expliqué que le registre de l'immeuble avait subi une mise à jour de propriété récemment. J'ai demandé quand. Elle a regardé et a dit
Il y a environ 10 mois. 10 mois, la même période pendant laquelle Julien m'avait demandé de signer ce papier de la copropriété. J'ai demandé le certificat complet, j'ai payé, je l'ai rangé dans l'enveloppe avec les autres affaires. Ce soir-là, je suis retournée à la table du salon avec tout étalé. Pochette orange, petit carnet, extrait de banque, le certificat du registre foncier. J'ai mis chaque chose dans un ordre qui avait du sens. Chronologique. De l'argent donné, des humiliations consignées, du papier signé sans le savoir, jusqu'au certificat montrant que mon nom avait disparu d'un bien que j'avais aidé à construire. Ce n'était pas la preuve de tout. Mais c'était le début de beaucoup de choses. J'ai fermé la pochette, j'ai posé le petit carnet dessus, et je suis restée à fixer cette pile de papier pendant un moment. J'ai pensé à Céline à cette table de déjeuner, avec ce sourire en coin, disant que je n'avais plus aucune implication. Si sûre d'elle, si confiante que j'étais exactement ce qu'elle m'avait appelé ce dimanche-là, une vieille ratée, sans ressources, sans voix, sans issue. Je me suis levée, je me suis lavé le visage, et je suis allée dormir. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi toute la nuit, parce que j'avais arrêté de ressentir et que j'avais commencé à penser. Et quand une femme qui a travaillé toute seule pendant 40 ans arrête de ressentir et commence à penser, le problème cesse d'être le sien. Le problème devient celui de ceux qui l'ont sous-estimé. C'est Sylvie qui m'a conseillé Maître Laurent. Elle ne savait pas encore tout. J'avais raconté ça dans les grandes lignes, de la façon dont on raconte quand on a encore honte de ce qui s'est passé. J'ai dit que j'avais signé un papier sans le lire et que je pensais avoir perdu un droit sur un bien immobilier. Elle n'a rien demandé de plus. Elle a juste dit « Martine, tu as besoin de parler à Laurent. Il est sérieux, il prend des honoraires justes et il ne fait pas perdre de temps. » Elle m'a donné le numéro. Je suis restée 2 jours avec le numéro noté dans le petit carnet sans appeler. Ce n'était pas la peur de l'avocat. C'était la peur d'entendre que je n'avais rien en main, que j'avais été trop négligente, trop naïve, et que maintenant c'était trop tard. Le 3e jour, j'ai appelé. Maître Laurent a décroché lui-même. Une voix calme, directe, sans cette précipitation de cabinet. J'ai expliqué dans les grandes lignes ce qui s'était passé et il a dit « Madame, pouvez-vous venir jeudi matin ?» J'ai dit que oui. J'y suis allée le jeudi avec la pochette orange, le petit carnet, l'extrait de banque et le certificat du registre. Le tout à l'intérieur d'un sac de supermarché parce que je n'avais pas de sacoche de documents. Je suis entrée dans le bureau avec le sac à la main en me sentant un peu ridicule. Il n'a pas regardé le sac. Il m'a offert un café et m'a demandé de tout raconter depuis le début. J'ai raconté. Ça m'a pris presque 1 heure. Il prenait des notes, de temps en temps il me demandait de répéter quelque chose ou de confirmer une date. Il ne m'a pas interrompu pour donner son avis. Il n'a pas pris un air de pitié ni de surprise. Quand j'ai terminé, il est resté silencieux pendant un moment en regardant ses notes. Ensuite, il a dit « Madame Martine, ce que vous avez ici est sérieux. » Il m'a expliqué que la signature que j'avais apposée sur ce papier, selon ce qui y était écrit, pouvait avoir été utilisée comme acte de cession de droit, que si mon nom avait disparu du registre de l'immeuble 10 mois plus tôt, et que si j'avais des preuves que j'avais contribué financièrement à l'acquisition de ce bien, il y avait une base pour contester ce transfert en justice. Il a prononcé le mot que j'avais besoin d'entendre. Annulation. J'ai demandé si j'avais une chance réelle. Il n'a pas répondu par des promesses. Il a répondu avec honnêteté. Vous avez la documentation des virements bancaires qui prouvent un apport financier pour l'immeuble. Vous avez un certificat prouvant que la propriété a changé au cours d'une période qui coïncide avec une signature dont vous dites ne pas avoir compris le contenu. Si le document que vous avez signé n'a pas été lu et expliqué de manière adéquate, il y a un argument juridique pour contester le consentement. Ce n'est pas simple, mais c'est possible. Je n'avais pas besoin que ce soit simple. Possible était suffisant. Il m'a demandé 1 semaine pour tout analyser calmement. Il a photographié chaque document là, sur le champ, a tout remis dans le sac et a dit qu'il m'appellerait. Quand j'ai demandé combien allait coûter la consultation, il a dit qu'il ne faisait pas payer la consultation. Que si je voulais avancer, nous parlerions des honoraires une fois qu'il aurait compris l'ampleur du dossier. Je suis repartie plus légère que je n'étais arrivée. La semaine suivante, il a appelé.
Il a dit qu'il avait analysé l'affaire et qu'il voulait me poser quelques questions. Il a demandé si j'avais un témoin d'un moment où j'avais remis de l'argent liquide ou parlé avec Julien de ma participation à l'appartement. J'y ai pensé. Et je me suis souvenu de Chantal. Chantal était ma collègue de couture depuis de nombreuses années. On se partageait des clientes, on échangeait des services, et elle avait été présente un après-midi, chez moi, quand Julien était venu chercher la deuxième partie de l'argent liquide. J'avais compté les billets sur la table de la cuisine, je les avais remis à Julien dans une enveloppe, et Chantal était assise là, à boire son café, en voyant tout. À l'époque, je n'y ai même pas pensé comme à quelque chose d'important à retenir. C'était mon fils. Pourquoi avoir un témoin pour son fils? J'ai appelé Chantal. J'ai expliqué la situation. Elle est restée silencieuse pendant un moment et a dit « Martine, je me souviens de ce jour-là. J'étais là. » Et elle a ajouté « Tu peux compter sur moi pour ce dont tu as besoin. » J'en ai fait part à Maître Laurent. Il a dit qu'un témoignage oculaire d'une remise d'argent avait du poids. Ça ne réglait pas tout, mais ça renforçait le dossier. Le plan a pris forme selon deux voies. La première était juridique. Il allait intenter une action en annulation de l'acte de cession, en invoquant un vice de consentement, et en même temps, il allait demander la reconnaissance d'un enrichissement illicite sur la base des virements documentés. La procédure prendrait du temps, mais il m'a dit clairement « La partie adverse va ressentir cette procédure à partir du moment où elle sera assignée. » La seconde voie était plus silencieuse, mais tout aussi importante. Il m'a conseillé de ne pas couper le contact avec Julien de manière brutale, pour ne pas donner l'impression que j'avais disparu ou baissé les bras, que je continue à répondre au téléphone quand il appellerait, sans affrontement, sans rien révéler. Que quoi que disent Julien ou Céline à partir de là, je le note avec la date et l'heure dans le petit carnet. « Vous le faites déjà naturellement », a-t-il dit en regardant le petit carnet. « Je le fais depuis que j'ai commencé à me rendre compte que quelque chose clochait », ai-je répondu. Il a hoché la tête lentement. Bon instinct. Je suis sorti du bureau avec le plan en tête et une sensation étrange dans la poitrine. Ce n'était pas de la joie, ce n'était pas du soulagement. C'était cette sensation de quand vous portez un poids depuis très longtemps et que quelqu'un croit enfin que ce poids existe. Je n'avais pas besoin que Maître Laurent gagne tout de suite. J'avais besoin que quelqu'un me dise que je n'étais pas folle, que ce qui s'était passé était réel, que j'avais été lésée pour de bon et qu'il y avait quelque chose à faire. Il m'avait dit tout ça. Maintenant, il fallait préparer l'étape suivante. Et cette fois, j'allais la préparer avec soin. Maître Laurent m'a appelé un lundi matin. Il a dit que le dossier était prêt à être déposé, mais qu'avant ça, il avait besoin que j'aille à l'étude notariale certifier ma signature sur 2 documents. Qu'ensuite, il déposerait tout lui-même. Et que, si je le souhaitais, il y avait une étape avant la procédure judiciaire qui pourrait accélérer la résolution. Une mise en demeure remise en main propre à Julien et à Céline avec accusé de réception. J'ai demandé ce que c'était dans la pratique. Il m'a expliqué. C'était un document formel, enregistré, les informant que je savais ce qui avait été fait, que j'avais des preuves et qu'ils avaient un délai pour répondre avant que l'affaire ne passe en justice. Beaucoup de gens, quand ils reçoivent ça, préfèrent trouver une solution avant que ça ne devienne un procès public. J'ai demandé si je devais être présente lors de la remise. Il m'a dit que ce n'était pas la peine, qu'un commissaire de justice s'en chargeait, mais que si je voulais être dans les parages ce jour-là, c'était mon droit. J'ai dit que j'allais le vouloir. Nous avons passé les jours suivants à organiser les derniers détails. J'ai fait ma part à la maison. J'ai ouvert la pochette orange pour la dernière fois, j'ai vérifié chaque document. Je les ai mis dans l'ordre que Maître Laurent avait demandé. J'ai fermé la pochette avec l'élastique, j'ai écrit mon nom sur le devant au stylo noir et je l'ai glissé dans mon sac. Le petit carnet y est allé aussi. La veille, je n'ai pas réussi à m'endormir tôt. Je suis restée dans le salon avec la télévision allumée sans faire attention à rien. À un moment donné, j'ai pris l'alliance d'Antoine que je porte au doigt et je me suis mise à la faire tourner avec mon pouce, ce que je fais quand je réfléchis intensément. J'ai pensé à ce qui pourrait arriver. J'ai pensé à la tête de Céline quand elle recevrait la notification. J'ai pensé à Julien, qui était mon fils, que j'aimais encore malgré tout et qui avait laissé cela se produire. Je me suis demandé si je faisais la bonne chose. Je suis allée dans la chambre,
J'ai pris l'oreiller et je me suis allongée tout habillée. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé aux 21 100 €, aux genoux que j'ai repoussés de 2 ans, aux nuits sur la machine à coudre, au sac en plastique au-dessus de l'armoire, à la phrase prononcée à la table du déjeuner devant tout le monde. J'ai ouvert les yeux. Je ne me suis vraiment endormie qu'au petit matin. Je me suis réveillée tôt, avant le réveil. J'ai pris un café avec du pain, c'est ce que je prends tous les jours. Je me suis lavé le visage, j'ai mis de la crème, j'ai peigné mes cheveux. J'ai pris les vêtements que j'avais préparés la veille. Un pantalon noir, un chemisier blanc boutonné, des chaussures fermées à petits talons. Les vêtements de quelqu'un qui n'a pas besoin d'attirer l'attention pour être pris au sérieux. Je me suis regardée dans le miroir pendant 1 seconde. Je n'ai pas répété de discours. Je n'allais pas arriver avec un monologue préparé. Je n'étais pas un personnage de feuilleton. J'étais une femme de 63 ans qui savait exactement ce qui s'était passé et ce qu'elle avait dans son sac pour le prouver. J'ai pris mon sac, j'ai vérifié si la pochette orange était dedans, si le petit carnet était dedans, si le document de Maître Laurent était dedans. Il y avait tout. J'ai fermé la porte de la maison avec soin, j'ai descendu les escaliers lentement, je suis montée dans la voiture. Le quartier commençait à se réveiller. Il y avait une boulangerie ouverte, un chien couché sur le trottoir, une dame balayant devant chez elle. Des choses de matin de jour de semaine. Des choses normales d'une vie qui continue même quand la vôtre est en morceaux. J'ai allumé le moteur. J'y suis allée. Pas avec de la colère, pas avec des pleurs, pas avec de la peur. J'y suis allée avec ce que 40 ans de travail, de silence et de sacrifice m'avaient donné de plus solide. La certitude que je ne devais rien à personne et que ceux qui me devaient quelque chose allèrent le savoir aujourd'hui. Maître Laurent était déjà sur le trottoir quand je suis arrivée. Un costume simple, une serviette en cuir, l'expression de quelqu'un qui n'était pas là pour impressionner qui que ce soit. Il m'a salué d'un signe de tête et a dit doucement « Le commissaire de justice est déjà en route. Nous sommes arrivés en avance, c'est bien. » Je suis restée à côté de lui sur le trottoir à regarder l'interphone de l'immeuble. Le même immeuble pour lequel j'avais aidé à donner l'apport. La même adresse que j'avais vue dans l'entête de ce document que Céline avait fermé trop vite. Nous sommes restés à attendre. Le commissaire est arrivé en moins de 10 minutes. Un homme d'une 50aine d'années, avec une enveloppe à la main et un carnet de récépissé. Il a salué Maître Laurent avec la familiarité de quelqu'un qui a déjà travaillé avec lui d'autrefois. Il m'a regardé avec respect et a demandé si j'étais prête. J'ai dit que oui. Il a appuyé sur l'interphone de l'appartement. Ça a pris environ 3 sonneries. Ensuite, la voix de Céline est sortie du boîtier avec cette impatience de quelqu'un qui n'aime pas être dérangé chez elle. « Qui est-ce » Le commissaire a donné son titre et a dit qu'il avait une mise en demeure à remettre en main propre à Monsieur Julien Dupont ou à Madame Céline, son épouse. Silence à l'autre bout. Puis, un instant. Nous avons attendu sur le trottoir. Maître Laurent est resté silencieux. Je suis restée silencieuse. Le commissaire a tenu l'enveloppe à 2 mains. La porte de l'immeuble s'est ouverte. Ce n'était pas Céline, c'était Julien. Il est apparu en t-shirt avec la tête de quelqu'un qui venait de finir un appel téléphonique ou d'avoir une frayeur. Il a regardé le commissaire, puis il a regardé Maître Laurent et ensuite il m'a regardé. Il est resté figé. Ce n'était pas la colère que je m'attendais à voir sur son visage. C'était autre chose. C'était cette expression de celui qui savait au fond que le jour finirait par arriver. Et il était arrivé. J'ai dit « Bonjour mon fils ». Il n'a pas répondu. Le commissaire s'est présenté formellement, a expliqué qu'il était là pour la remise d'une mise en demeure au nom de Martine Dupont et a tendu l'enveloppe. Julien a mis 1 seconde à la prendre. Il l'a prise. Le commissaire a demandé une signature sur le récépissé. Julien a signé sans lire ce qu'il signait, ce qui était une ironie que je n'ai pas été capable d'ignorer. À ce moment-là, Céline est apparue derrière lui à la porte de l'immeuble. Elle a regardé l'enveloppe dans la main de Julien. Elle a regardé Maître Laurent. Elle m'a regardé. Et j'ai vu, pour la première fois depuis que je connaissais cette femme, qu'elle restait sans voix. Sans le sourire en coin, sans les bras croisés, sans le ton de celle qui a déjà tout réglé. Juste le visage immobile, essayant d'assimiler ce qu'elle voyait. Maître Laurent a fait un pas en avant et s'est présenté. Il a donné son nom complet, son numéro d'inscription au barreau,
et a expliqué avec calme que la notification communiquait formellement que sa cliente, Madame Martine, avait connaissance du transfert de propriété de l'immeuble réalisé 10 mois auparavant et qu'il y avait une documentation prouvant son apport financier dans l'acquisition du bien, et qu'en l'absence de réponse formelle dans un délai de 15 jours, l'action en justice serait déposée. Céline a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. C'est une absurdité. Elle a signé les documents. Maître Laurent a répondu sans élever la voix. C'est exactement le point qui sera discuté. Si madame a signé en toute connaissance de ce qu'elle signait, ou s'il y a eu un vice de consentement. La justice l'appréciera. Julien était toujours avec l'enveloppe à la main, la regardant comme si le papier avait un poids physique. C'est là que son téléphone a sonné. Il a regardé le numéro sur l'écran et quelque chose dans son expression a changé. Il a décroché. Il est resté à écouter. On a bien vu à son visage que ce n'était pas un appel ordinaire. Il a répondu tout bas 2 fois, confirmant quelque chose, et il a raccroché. Il a regardé Céline. Il a dit « C'était le service de la publicité foncière. Ils ont dit qu'il y a une incohérence dans le processus de mise à jour du registre, qu'ils ont besoin de notre présence à tous les deux pour une explication. » Céline est devenue blanche. Pas d'une frayeur simulée, d'une vraie frayeur. Celle qui arrive quand une personne qui croyait avoir fermé toutes les issues découvre qu'elle a laissé une fenêtre ouverte. Maître Laurent m'a dit plus tard qu'il avait lui-même déposé une requête formelle au registre quelques jours plus tôt, signalant l'irrégularité dans la procédure. Le service avait l'obligation de notifier les titulaires. L'appel en était la conséquence directe. Ce n'était pas une coïncidence, c'était la procédure qui fonctionnait. Mais à ce moment-là, à la porte de l'immeuble, on aurait dit que le monde avait décidé de réclamer son dû de son propre chef. J'ai regardé Céline. Elle a évité mon regard. J'ai regardé Julien. Il ne l'a pas évité. Il m'a regardé avec une expression que je porterai pendant très longtemps, parce que ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la honte. C'était ce visage de quelqu'un qui réalise trop tard ce qu'il a laissé se produire. Je n'ai dit qu'une chose. J'ai parlé d'une voix basse, sans trembler, sans faire de discours. « Julien, je n'ai jamais voulu te porter préjudice, à aucun moment de ma vie. Mais ce qui a été fait ici était mal, et je ne vais pas faire semblant que ce n'était pas le cas. » Il a fermé les yeux pendant 1 seconde. Céline a été la première à bouger. Elle a fait demi-tour et est entrée dans l'immeuble sans ajouter un mot. La porte s'est refermée derrière elle. Julien est resté encore un instant sur le trottoir avec l'enveloppe à la main. Le commissaire avait déjà rangé le carnet de récépissé. Maître Laurent a fait un pas en arrière discrètement, me laissant l'espace qui m'appartenait. Julien a dit, avec la voix qui flanchait un peu, « Maman, j'ai besoin de te parler. » J'ai répondu, « Je sais, mais ce n'est pas le moment. Maintenant, tu vas lire ce qu'il y a dans cette enveloppe calmement. Tu vas parler à Céline, et si vous voulez régler ça sans procès, Maître Laurent est disponible. Le numéro est sur le document. » J'ai tenu mon sac plus fermement sur mon épaule, et j'ai ajouté « Quand tu voudras me parler comme un fils, tu sais où j'habite. Je réponds toujours. » Je me suis retournée et j'ai commencé à marcher. Maître Laurent a marché à mes côtés. À la moitié du pâté de maison, il a dit doucement « Vous avez été parfaite. » Je n'ai pas répondu, car je n'étais pas en train d'assimiler les compliments. J'étais en train d'assimiler le fait d'être resté debout. Nous sommes arrivés à la voiture. Je suis entré, j'ai posé le sac sur le siège passager, j'ai mis mes mains sur le volant, j'ai respiré. Ce n'était pas la confrontation d'un film. Il n'y a pas eu de cris, il n'y a pas eu de porte qui claque, il n'y a pas eu de petites phrases choc que tout le monde applaudit. C'était un trottoir, une enveloppe, un portable qui a sonné au bon moment, et une femme de 63 ans qui a regardé son fils dans les yeux et a dit la vérité sans avoir besoin de crier. Parfois, la justice ne fait pas de bruit. Parfois, elle arrive en costume, avec une serviette en cuir, dans une enveloppe, avec un récépissé signé. J'ai démarré la voiture. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne suis pas parti la tête baissée. Le délai de 15 jours s'est écoulé. Céline n'a pas répondu. Julien a appelé le 12e jour, demandant plus de temps, disant qu'il consultait un avocat. Maître Laurent m'a appelé juste après pour me le dire et a demandé ce que je voulais faire.
J'ai dit « Déposez le dossier ». Il l'a déposé. L'affaire a été portée devant le tribunal civil. Je ne vais pas mentir et dire que ça a été rapide. Ça a pris des mois. Des mois d'audience, de documents, de contre-arguments de leur part disant que j'avais signé en toute connaissance de cause, qu'il n'y avait pas d'irrégularité, que je confondais les choses. Mais Maître Laurent était préparé à cela. Il a fait venir Chantal comme témoin. Elle a été ferme. Elle a dit ce qu'elle avait vu cet après-midi-là dans ma cuisine, les billets comptés sur la table, l'enveloppe remise à Julien. Elle l'a dit avec la tranquillité de celle qui n'a rien à cacher. Les virements bancaires ont parlé d'eux-mêmes. 21 100 € documentés, traçables, avec date et motif. L'avocat de Céline a essayé d'argumenter que c'était un prêt sans lien avec l'immeuble. Maître Laurent a démontré que la période des virements coïncidait exactement avec l'acquisition du bien, et qu'il n'y avait aucun acte de prêt, aucun document de crédit, rien qui qualifie cet argent de quoi que ce soit d'autre que ce qu'il était, une contribution à l'achat de l'appartement. Et le document que j'avais signé sans lire, le soi-disant papier de la copropriété, l'expert du tribunal l'a analysé et a confirmé, c'était une cession de droit. Ce n'était pas une mise à jour des dossiers. Ça ne l'a jamais été. Le jugement est tombé un vendredi après-midi. Maître Laurent m'a téléphoné avant que je n'ouvre le mail. Il a cette habitude. Il préfère appeler plutôt que de laisser la personne lire seule. Il a dit « Madame Martine, le jugement est en notre faveur. La cession a été annulée. Le juge a reconnu le vice de consentement et a ordonné la reconnaissance de votre apport financier dans l'immeuble. » Je suis restée silencieuse pendant quelques secondes. Il m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit que oui, et ça allait. Il n'y a pas eu de célébration avec des cris. C'était ce silence de quand une chose lourde que vous avez portée pendant très longtemps est enfin posée au sol. Les conséquences pour eux sont arrivées par couches. Financière d'abord. Le juge a ordonné que j'avais droit à une restitution proportionnelle au montant apporté, réévalué. Le chiffre final a été plus important que les 21 000 originaux. Ils ont dû vendre une partie d'un placement que Céline avait à son nom pour couvrir les frais. Je l'ai su par Maître Laurent, pas parce que je serais allée chercher des détails de leur vie. Ensuite est venue la réputation. Ces choses-là transpirent. Élise a su, les cousins ont su, la mère de Céline a été mise au courant. Ce n'est pas moi qui ai raconté. Un procès au tribunal civil n'est pas un secret de confessionnal. Quand Céline est allée à un enterrement de vie de jeune fille d'une cousine de Julien des mois plus tard, j'ai entendu par Élise que l'ambiance s'était beaucoup refroidie. L'accès à mes petits-enfants a été le point le plus délicat de tous. Julien a mis du temps à se manifester. Quand il est venu, c'était tout seul, sans prévenir, un samedi après-midi. Il a frappé à ma porte avec l'expression de quelqu'un qui a répété ce qu'il allait dire et a tout oublié sur le moment. Il est resté figé sur le pas de la porte pendant 1 seconde. J'ai dégagé le passage et j'ai dit « Entre ». Nous avons bu un café dans la cuisine. Il a demandé pardon. Ce n'était pas une excuse élaborée, ce n'était pas un discours. C'était un homme qui regardait sa mère et lui disait « J'ai eu tort. J'ai laissé faire et j'ai eu tort ». La voix lui a manqué au milieu. J'ai tout écouté. Je ne l'ai pas interrompu. Quand il a terminé, j'ai attendu un moment avant de répondre. J'ai dit « Julien, tu es mon fils. Ça ne change pas. Mais ce qui s'est passé ne s'efface pas non plus parce que tu as demandé pardon. Ça prendra du temps, et je ne sais pas encore combien de temps. » Il a hoché la tête. Il n'en attendait pas moins, je pense. Il est resté 1 demi-heure de plus. Nous avons parlé des petits-enfants. Nous avons convenu que j'allais voir Camille et Lucas, qu'il allait me les amener un samedi. Céline n'a pas été abordée dans la discussion. Je ne l'ai pas mentionnée non plus. Quand il est parti, je suis allée jusqu'à la fenêtre et je suis restée à regarder la rue. Je ne sais pas ce qui va se passer pour Julien et Céline. Ce n'est plus mon affaire. Je sais qu'ils sont toujours ensemble, que leur vie a continué, et que Céline ne m'a jamais adressé le moindre mot. Ni d'excuses, ni de colère. Le silence total. C'est peut-être mieux comme ça. Quant à moi, j'ai déménagé. Pas très loin. Je suis restée dans le même quartier parce que je m'y plais, je connais les gens, je sais où se trouve le supermarché, la pharmacie, la messe du dimanche. Mais j'ai quitté l'appartement que j'avais depuis des années et j'en ai loué un plus petit, plus récent, avec une fenêtre qui prend le soleil du matin.
La machine à coudre a suivi. Bien sûr, j'ai réduit mon activité. Je n'ai plus besoin de travailler au rythme auquel j'ai travaillé toute ma vie. L'argent que j'ai récupéré m'a donné un nouveau souffle. Je coude encore, mais maintenant je choisis ce que je prends. Je préfère les tenues de soirée, que j'ai toujours le plus aimées, et je fais payer ce que ça vaut. Un jeudi matin, 3 mois après le déménagement, j'étais assise près de la nouvelle fenêtre avec mon café et le soleil qui tapait sur le parquet en bois. Sylvie m'avait envoyé un message pour me demander si je voulais aller au cinéma l'après-midi. J'y suis allée. Je ne sais plus quand j'avais arrêté d'aller au cinéma. J'avais dû cesser d'y aller il y a une dizaine d'années. Cet après-midi-là, j'y suis allée, je me suis assise avec du pop-corn et j'ai ri d'un film comique pendant 2 heures sans penser à aucun procès, aucun document, aucun notaire, aucune Céline. À la sortie, Sylvie m'a demandé comment je me sentais pour de vrai. J'y ai pensé une seconde et j'ai dit « fatiguée, mais de la bonne façon ». Elle a ri et a dit qu'elle comprenait. C'est ça que j'avais à vous raconter. Ça n'a pas été une histoire avec une fin de feuilleton. Personne n'est venu me demander pardon à genoux. Personne n'a fini en prison. Personne n'a tout perdu. La vie ne fonctionne pas comme ça, mais ça a été juste. De la manière dont la justice a l'habitude d'être quand on se bat pour elle. Silencieuse, lente et réelle. J'ai 63 ans. Je suis veuve depuis plus d'une décennie. J'ai travaillé toute ma vie avec mes mains. J'ai été traitée de vieille ratée en face de moi, devant la famille, par une femme qui habitait dans un appartement que j'avais aidé à payer. Et aujourd'hui, je me réveille avec le soleil à ma fenêtre, le café à la main, et je n'ai de compte à rendre à personne. Ce n'est pas rien. C'est tout. Si cette histoire vous a touché, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez. Et restez avec moi pour les prochaines vidéos qui vont s'afficher là, sur l'écran. Quelqu'un a peut-être besoin d'entendre cela aujourd'hui.